Eh bien, je vais avoir le plaisir d'appeler maintenant, s'il veut bien me rejoindre, Monsieur Jean Todt. Donc, comme le précisait Hélène Jacquemont, vous êtes envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière et vous avez accepté de venir à la fois répondre à mes débuts de questions. Venez, installez-vous ici, voilà. Ici, c'est très bien. Ici, c'est très bien. Et vous avez accepté de répondre à mes questions, on va dire pour un peu chauffer la salle et la toile, mais surtout, ce qui est intéressant, et donc n'hésitez pas, quand on a préparé cet entretien, Jean Todt a dit, moi, ce que je veux, c'est répondre aux questions des gens. Donc, d'une certaine façon, je vais là... Essayer, en tout cas. En tout cas, essayer. Moi, j'ai peut-être une première question qui est à la fois qui touche à votre fonction, mais aussi à votre passé automobile. C'est quel regard est-ce qu'aujourd'hui vous avez sur le rapport finalement qu'on peut avoir avec l'automobile et qu'est-ce que ça représente dans la vie, l'automobile? Écoutez, déjà, bonjour à tous et puis bravo pour votre initiative. C'est pour ça que c'est avec plaisir que j'ai accepté cette invitation. L'automobile, c'est, Madame l'a très bien exprimé, c'est un moyen de liberté, c'est un moyen de déplacement. En tout cas, c'est de la mobilité. Donc c'est un confort qui est accessible d'une certaine manière à une élite. Donc là, en fait, vous êtes en train de parler surtout au niveau national, au niveau français. Et je pense que globalement, la France est un pays dit privilégié par rapport à des pays en voie de développement. Tous les ans, il y a 1 300 000 morts sur les routes et 50 millions de blessés avec handicap. C'est la cause numéro 1 de décès pour les jeunes entre 5 et 29 ans. Et 90% de ces chiffres ont lieu dans des pays en voie de développement. Donc, c'est pour ça que si vous me parlez tout à l'heure de voitures autonomes et tout ça, c'est toutes ces nouvelles technologies, peu de gens y ont accès. Donc aujourd'hui, pour attaquer cette pandémie endormie qui sont les accidents sur la route, eh bien, il faut trouver d'autres moyens. Très bien. Donc c'est aussi une question de privilégié, en fait, dans ce que vous dites. Hein. C'est la question de la conduite automobile, c'est aussi une question de privilégié, puisque vous évoquez la situation française au regard des pays en voie de développement. Mais de façon plus spécifique, est-ce qu'à votre avis, il y a aujourd'hui une façon française d'aborder la question de la conduite automobile, s'agissant notamment des personnes seniors? Alors, une façon française au regard des pays comparables, hein, c'est-à-dire... Oui, d'une certaine manière, il y a un certain laxisme puisqu'il n'y a pas de contrôle, pratiquement. Et je considère qu'à partir d'un certain âge, il faut un contrôle. De la manière, à un moment donné, pour pouvoir conduire, ça c'est une très bonne chose en France, il faut passer un permis de conduire d'une manière qui n'est pas obligatoirement très facile, contrairement à ce qui se passe pour l'obtention d'un permis dans beaucoup de pays justement en voie de développement. Mais à un moment donné, eh bien, lorsqu'on obtient son permis de conduire à 18, 20, 25 ans, eh bien, les choses évoluent. Donc, je pense qu'un contrôle médical systématique est absolument indispensable. Pour une forme d'accompagnement sur la durée, à toutes les étapes de la vie. Un contrôle, oui. Parce que ça touche tout le monde, moi y compris. Et j'habite personnellement en Suisse et tous les 2 ans, eh bien, je passe un contrôle médical qui me dit apte ou non apte à conduire. D'accord, très bien. Merci. Alors, on peut déjà, si vous avez des questions dans la salle ou en ligne, les prendre. Je vois une main qui se lève et un micro qui devrait arriver. Vous savez quoi? Regardez. Hop. Merci. Donc Guy Birenbaum m'appelle l'écho. Je viens de refaire mon permis de conduire. J'avais un permis à vie, 3 volets roses, et puis je l'ai fait refaire, et maintenant il est valable 15 ans. Et comme vous venez de le dire, il y a des contrôles. Vous avez aussi parlé de la voiture autonome qui peut elle-même avoir des contrôles. Par exemple, un alcotest, ça existe sur le volant.
Il y a des pays où, en Suisse ou aux États-Unis, vous devez, ou au Canada, que je connais, vous devez avoir passé un permis d'aptitude régulièrement, et le permis est valable un certain temps. Que va-t-il se passer sur ce permis où c'est marqué 15 ans, mais au niveau européen, mais c'est pas très clair, allons-nous avoir des contrôles médicaux, entre autres, pour la validité du permis à terme? Là, franchement, je ne suis pas sûr que je sois la bonne personne à qui poser cette question, mais une certaine logique. Alors, peut-être pour en revenir à ce que je disais, pourquoi il faut, à mes yeux, un contrôle médical, c'est pour vous, mais également pour les autres. Dans la mesure où, lorsque vous conduisez, eh bien, vous avez votre responsabilité, celle des gens qui peuvent vous accompagner dans la voiture, mais également les piétons, les automobilistes, les cyclistes qui sont sur la route. Donc ça veut dire que vous pouvez être extrêmement vulnérable pour vous et pour les autres. Alors maintenant, une très bonne chose en France et dans beaucoup de pays en Europe notamment, c'est ce qui s'appelle le permis à points. C'est-à-dire là, et si vous êtes ou pas. Si un contrôle n'est pas fait, eh bien, on ne peut pas se rendre compte si vous avez un handicap qui vous empêche de conduire. Une question? Alors, peut-être juste avant de passer la parole au président, une question sur le chat, et je m'excuse par avance de vous la poser. En tant qu'expert de l'automobile, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour anticiper le jour où vous devrez arrêter de conduire? Moi, personnellement, mais sincèrement, alors, bon, je pense que, déjà, pour être tout à fait honnête, je conduis très peu aujourd'hui. Je conduis très peu parce que j'ai le privilège de pouvoir être conduit, et puis ça me permet de faire beaucoup d'autres choses. Mais j'ai également le privilège de pouvoir conduire. Et c'est pour ça que je suis très intéressé, et je suis toujours attentif en me demandant tous les 2 ans, quand je vais passer ce contrôle, savoir quel va être le verdict. Et d'une certaine manière, ça me permet, et ça je fais dans d'autres situations, de voir l'état de la vision qui évolue. Il y a l'état physique évolue, ça c'est la force des choses. Et puis, vous savez très bien, pour parler de maladies dégénératives, 1 personne sur 8 est atteinte de maladies dégénératives. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut vous atteindre, vous également, et qui vous donne un handicap, malheureusement, que vous devez assurer. Mais je n'aurai aucun problème, le jour où on me dira « vous ne pouvez plus conduire ». Au contraire, je serai reconnaissant aux gens qui m'empêcheront de devenir un obstacle, un écueil sur la route. Merci en tout cas de nous parler aussi franchement. Alors là, vous allez avoir une question experte, je vais vous prévenir tout de suite. Oui, Philippe Loïc, je suis médecin agréé pour le contrôle d'aptitude médicale à la conduite et je préside la commission santé au sein du CNSR, et nous avons produit une recommandation justement sur l'opportunité d'un contrôle médical pour les seniors ou pour les gens atteints d'un certain nombre de pathologies. Et après avoir auditionné, après avoir vu beaucoup d'experts, nous avons retenu le fait que la visite médicale n'était pas pertinente pour déterminer une aptitude à la conduite. Un certain nombre d'expériences étrangères, vous avez cité la Suisse, où il y a un dispositif j'étais allé voir, extrêmement performant, mais qui doit être, à mon sens, un centre de recours expert, mais pas un centre de première intention. Parce que finalement, ce qui ressort, c'est que la visite médicale d'aptitude à la conduite, sauf quelques cas absolument majeurs où la personne ne voit absolument plus rien ou a une pathologie très avancée, mais on a toutes ces pathologies intermédiaires où il est extrêmement difficile de se prononcer. Et ce que nous préconisons, et c'est ce qu'on fait dans les centres la plupart du temps, on se rend compte que quand il y a un doute,
conduite, le meilleur moyen pour déterminer l'aptitude à la conduite, ce n'est pas une visite médicale, c'est une mise en situation réelle de conduite. Et je pense que s'il fallait développer quelque chose, ce serait plus une expertise en situation réelle de conduite avec un enseignant de la conduite et dans certains cas un professionnel de la santé, plus qu'une visite médicale qui ne s'avère finalement pas l'outil le plus pertinent pour déterminer une aptitude à la conduite dans un certain nombre de cas. Non, mais je ne suis pas contre faire plus, hein. Au moins une visite médicale. Mais si on peut refaire passer le permis de conduire, pourquoi pas? Mais c'est une contrainte, c'est beaucoup plus contraignant, c'est plus lourd. Hein. C'est beaucoup plus lourd, mais la visite médicale, malheureusement, dans un certain nombre de cas, n'est pas pertinente. On a les cas où tout va bien. Elle est peut-être pas suffisamment pertinente. Pas suffisamment. Mais elle est mieux que rien. C'est mieux que rien, mais sauf qu'au final, on arrive, dans les cas difficiles, toujours à cette mise en situation de conduite en situation réelle. Donc, il vaut mieux rien faire. J'ai pas dit ça. Il faut impliquer les médecins traitants, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a un certain nombre de tests très simples qui permettent de dire s'il faut aller plus loin. Mais la visite médicale... Alors, qui les fait les tests? Il faut impliquer le médecin traitant. Là, on a un problème de formation, où on n'a pas de médecin traitant. Et en France, ça veut dire que ça passe par un contrôle. Ça passe par un contrôle ou une sensibilisation. Si on sensibilise l'ensemble des professionnels à ce problème-là, parce que les professionnels de santé n'abordent quasiment jamais le problème. Est-ce qu'un médecin traitant vous a déjà posé la question? Est-ce que vous, à vous, on ne la pose pas évidemment, parce que tout le monde sait qu'au niveau conduite, oui. Mais quels sont vos besoins de conduite? C'est une question qui n'est jamais posée par le médecin, que ce soit un sujet jeune ou un sujet âgé. Mais effectivement, ça peut être quelque chose, ça peut être un aménagement. Je suis tout à fait d'accord qu'on peut faire mieux. Mais entre ne rien faire et faire au moins un contrôle médical, je pense qu'il vaut mieux un contrôle médical. Mais on peut, et la France pourrait d'ailleurs être leader sur un contrôle mieux adapté. Merci. Alors je crois que nous avons, Hélène, une question. Oui, il y a une question en ligne en fait sur l'évolution du code de la route. Et en disant aussi que ça peut être potentiellement un frein, parce qu'il faudrait se tenir informé régulièrement. Donc c'est comment on peut se tenir informé tout au long du fil de la vie des différentes évolutions de la conduite. Mais écoutez, le code de la route est extrêmement... En fait, c'est assez simple. Lorsqu'on parle de cette pandémie sur la route, hein, donc une pandémie, c'est une maladie. Et en fait, on a l'ordonnance pour la route. C'est l'éducation, l'application des lois, la qualité des véhicules, la qualité des routes et la qualité des secours. Si on arrive à s'impliquer dans tous ces domaines, eh bien, on aura beaucoup moins d'accidents. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait la France, je le répète, puisqu'on est passé de 18 000 à 3 200 morts en 45 ans, avec 3 fois plus de véhicules. Donc ça veut dire que cette ordonnance, elle a été appliquée. On peut faire mieux. On peut faire mieux, justement, et c'est le but. Et je suis sûr qu'Anne Lavaux va vous en parler. Hein, mais la France, normalement, pour considérer que la France fait un travail de haut niveau, eh bien, il faudrait diviser par 2 le nombre de victimes en France. Et c'est possible. Très bien, merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Y a-t-il une ou deux dernières questions, soit en ligne, dans la salle? Voilà, nous avons une question. Vous suscitez le débat et l'échange. Merci. C'est une question volontairement un peu provocante, mais je me demandais si en France, on n'arrive pas à passer de la limitation de vitesse de 90 à 80, on allait un jour réussir à mettre en place une visite de contrôle de ces aptitudes quand on vieillissait et qu'on allait priver de liberté les Français. Voilà. Alors, parce que c'est pas très compliqué chez nous. Personnellement, je considère que tout ce qui permet de réduire les accidents, il faut le mettre en œuvre. Donc, ça veut dire que si de passer à 90, de 90 à 80 réduit le nombre de victimes, eh bien, il faut le mettre en œuvre. Le problème, je pense que ça a été très mal expliqué. Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est à vitesse constante entre 90 et 80,
pendant 1 heure, on va perdre 6 minutes. Alors que tous les jours, dans les villes, on perd des heures dans les embouteillages. Donc je pense que le problème, ce n'est pas de réduire la vitesse, mais c'est de réduire les embouteillages, de réduire le trafic, de réduire les encombrements. Et ça, ce n'est pas propre à la France, c'est propre malheureusement à toutes les villes dans le monde. C'est le gros fléau aujourd'hui de la mobilité, c'est la circulation. Encore une question ? Merci beaucoup, Monsieur Todt, pour tous ces échanges. Sylvie Bonin-Guillaume, donc je suis la vice-présidente de la Société française de gériatrie et gérontologie, donc on s'intéresse à la population âgée, comme vous l'imaginez. Je me dis que parfois, en étant sur le côté très dichotomique, visite médicale ou pas, on oublie peut-être, à mon sens, quelque chose, c'est que ça n'est pas... la visite médicale peut trouver que vous avez des difficultés à conduire, mais je pense que la dangerosité ne se limite pas à une visite médicale. Et je pense qu'il y a un amalgame souvent entre la mortalité routière, la dangerosité sur route, et en même temps une visite médicale qui serait un petit peu miraculeuse, puisqu'elle arrivera à dire vous pouvez, vous ne pouvez pas, alors qu'un médecin, et je suis médecin, ne pourra pas systématiquement tout gérer, y compris ce que vous disiez très bien, le téléphone au volant, les excès de vitesse, etc. Donc je pense que ça n'est pas un critère suffisant. Et je crains qu'une visite médicale, je rejoins le docteur Loïc pour ça, soit une sorte de miracle qui dise avec la visite médicale, on a résolu la question. Donc je pense que la question est plus complexe. Mais attendez, personne n'a parlé de limite d'âge, mais à partir d'un certain âge, passer contrôle. Je me suis mal exprimée. Donc c'est à partir d'un certain âge. Donc pour nous, c'est un côté un peu stigmatisant. C'est qu'avant, on est jeune, on peut. Après, on est vieux, on ne peut pas. Il y a d'autres. Oui, non, j'entends bien. Mais je parlais d'une visite médicale sanctionnante. Je ne parle pas d'âge là. Et le médecin n'est pas toujours en habilité de découvrir les comportements à risque, puisqu'il y en a, des conducteurs âgés. Donc je pense qu'il faut distinguer dangerosité et un examen médical qui pourrait vous dire si vous êtes dangereux ou pas sur la route. Je pense que ce serait donner un pouvoir au médecin qui n'est pas forcément son rôle. Voilà, c'est juste une petite remarque, je voudrais avoir votre avis là-dessus, mais effectivement, les routes, etc., le médecin ne maîtrise pas tout ça, enfin, vous l'avez très bien dit, les véhicules, l'environnement et les comportements. Je suis favorable à un contrôle, mais ça peut être... un contrôle, si vous me posiez la question, est-ce qu'un contrôle, puisque vous pouvez avoir votre permis de conduire à 20 ans, et puis finalement, si vous êtes bien comporté, rien ne se passe avant, en France, rien ne se passe jusqu'à la fin de votre vie. Mais je pense qu'un contrôle régulier serait tout à fait opportun. Donc sans forcément avoir une limite d'âge, c'est-à-dire par exemple tous les 5 ans après l'obtention du permis ou tous les 10 ans. D'accord. Est-ce que ça répond à votre... Très bien. Oui, parce qu'on a une table ronde qui nous attend. Est-ce qu'il y a une dernière question, soit dans la salle, soit en ligne ? Eh bien écoutez, si nous n'avons pas de nouvelles questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup.